Lisa Mazon, bonjour. Bonjour. Tu es la première invitée de ce nouveau podcast, Les Vertes et les Verts en discussion, que nous lançons aujourd'hui. Quel honneur. Et donc, bienvenue. Ce podcast, le premier, non des moindres, traitera des élections fédérales qui auront lieu dans moins d'une année. Je suis Florian Irminger, le secrétaire général des Verts suisses, et les questions qu'on traitera aujourd'hui sont notamment: est-ce que nous réussirons l'année prochaine à devenir le troisième parti du pays? Et c'est donc un reality check qu'on fera aujourd'hui avec toi, Lisa. Lisa, tu es conseillère aux États de Genève, vice-présidente du groupe parlementaire, chef de campagne pour ces élections fédérales justement, mère de 2 enfants, et avec tout ça, ça va? Qu'est-ce que je peux répondre à part oui, évidemment, très bien. Et on fait au mieux, c'est ça? Exactement, malgré les maladies de la crèche. Très bien, avant de parler avec toi de la législature en cours, des maladies de la crèche qui font partie de cette législature, j'imagine pour toi, des défis auxquels la Suisse a affaire et des maladies à venir des enfants, du monde auquel on fait face. Et cette législature a été marquée quand même par pas mal d'imprévus. Revenons sur une question du moment, puisque nous enregistrons ce podcast 3 jours après que les Vertes et les Verts aient rendu public qu'elle et ils ne présenteraient pas de candidature au Conseil fédéral. Comment ça s'est passé sur ces quelques derniers jours, et quel a été un peu ton ressenti mardi quand il a fallu aller devant la presse pour expliquer nos décisions? C'est des moments d'émotion, c'est des moments qui sont intenses, des moments où il faut prendre des décisions qui ne sont pas forcément évidentes et où les 2 positions peuvent être défendues. Ce qui est clair, c'est que, en tout cas personnellement, j'étais face à cette incompréhension de tous les partis, l'ensemble des partis gouvernementaux, y compris non gouvernementaux comme les Verts libéraux, qui veulent qu'une chose, c'est que rien ne bouge, c'est qu'ils veulent que rien ne change, alors que y a un tel besoin que ça change, que ce soit pour le climat. Mais bon, on a un parti qui a 2 sièges au gouvernement avec l'UDC, qui régulièrement rompt la collégialité, qui a attisé les rancœurs dans la pandémie en parlant des dictatures. Et que là, on n'ait plus d'espace pour le débat, j'avoue que ça me laisse sans voix. Voilà qui lance donc ce podcast, mais avant de nous lancer plus dans un peu le contenu politique, Lisa, on te connaît grande lectrice. Tu aimes les questionnaires de Proust? C'est long, Proust. J'espère que le questionnaire sera plus court. D'où le questionnaire. Alors, on a préparé pour toi 5 petites questions pour que les auditrices et les auditeurs puissent aussi un peu connaître la Lisa qu'on connaît nous. 3 adjectifs pour te décrire. Attendez, il faut que je trouve des trucs positifs. J'allais dire, je suis impatiente, curieuse, et puis, donc impatiente, curieuse, et puis conviviale, comme les Verts et les Vertes. Et concombre, melon, pastèque? Je vous laisserai juger. Avec qui aimes-tu te disputer le plus? Certainement avec ma sœur, et pas seulement au sujet de territoire, mais aussi de vision de la vie. Et ça, c'est une petite dédicace à elle, du coup, notamment qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants dans ce monde, et c'est un sujet de discussion sans fin. Et ta sœur et toi, vous voulez instaurer le matriarcat? Je crois pas, mais bon, il faudrait qu'on teste. Il faudra mobiliser un peu plus que ce qu'on a fait sur l'AVS. Les femmes devront aller aux urnes. Et pour toi, exécutif ou législatif? J'adore le travail parlementaire. J'adore la possibilité de parler des grands sujets qui vont faire notre pays, de poser le cadre et de négocier avec les collègues. J'ai jamais été dans un exécutif, donc cette façon... un peu difficile pour moi. Je peux juste vous dire que j'ai du plaisir à être dans un parlement. Très bien. Et on disait en lançant ce podcast qu'il y a eu pas mal d'imprévus pendant cette législation, et je te propose qu'on rentre un peu dans certains de ces imprévus en faisant une sorte de retour sur les 3 ans qu'on a vécu. Mais peut-être entre Covid, la guerre en Ukraine, maintenant une situation d'insécurité qu'on ressent dans la population,
entre la crise énergétique et justement tous ces imprévus qui se sont un peu accumulés, évidemment la crise climatique qui ajoute encore à cette insécurité. Quelles sont un peu tes impressions qui te restent, qui t'ont marqué pendant ces 3 ans de législature qui a été unique d'une certaine manière? On a l'impression que le sol est toujours en train de se déplacer sous nos pieds. Donc c'est vrai que c'est une situation d'incertitude qui est très forte, je trouve. Et on court d'un sujet à l'autre avec évidemment la nécessité, et je pense que c'est ce qui est vraiment très important, de ne pas se perdre là-dedans. Parce qu'on a une crise qui était la crise du Covid, qui rabat les cartes. On a d'autres problèmes qui se posent à nous. Ça a été suivi par cette terrible et atroce et injuste guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Et pareil, on a d'autres défis. Mais en fait, tout ça ne doit pas nous faire oublier qu'il y a 2 énormes enjeux qui sont devant nous. C'est la crise climatique et la crise de la biodiversité. Et ça a été je pense, vraiment notre rôle. Et puis, ce sur quoi on s'est concentré, c'est à la fois répondre à l'urgence et puis en même temps poser les bases pour assurer des réponses durables pour relever le défi de la crise climatique, pour assurer un futur à nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est vrai, quand on a commencé la législature avec ce Covid qui nous est tombé dessus comme ça, comme un coup de massue, on s'y attendait quand même pas. C'était difficile d'entrer dans la législature, difficile d'entrer en contact avec nos collègues, difficile de dialoguer. On était derrière d'abord à 10 mètres de distance, ensuite derrière des plexiglas. Et ça a passablement, je trouve, plombé le début de législature. On sent maintenant une dynamique qui commence à se mettre en place au Parlement, mais il a fallu attendre 2 ans pour que ce soit le cas. Et j'aimerais bien un peu approfondir ça, parce qu'on sous-estime à quel point l'interpersonnel joue dans un Parlement. Et puis toi, on te connaît, tu as dit quelqu'un de convivial, mais aussi quelqu'un qui aime aller vers d'autres avec lesquels tu t'entends pas forcément, politiquement, je veux dire, où tu essaies de trouver ensuite un accord. On a vu que tu faisais ça au Grand Conseil à Genève, on a vu ça au Conseil national. Et là, tu arrives au Conseil des États dans une situation, en fait, c'est une chambre dans laquelle on doit se parler beaucoup. Tu es un profil plutôt atypique au Conseil des États, c'est le moins qu'on puisse dire. Jeune, femme, c'est plutôt l'inverse qu'on voit souvent au Conseil des États. Comment tu as fait pour essayer d'approcher tes alter-ego qui sont peut-être, que tu connaissais pas forcément et puis qui sont du coup difficiles d'accès avec les règles dues à la pandémie? Alors peut-être que tu le sais, Florian, je sais pas, mais je suis quand même assez timide. Donc la première difficulté, c'est de dépasser cette timidité, corona ou pas corona. Mais en plus, si vous posez un virus au milieu du chemin, ça complexifie les choses. Et puis c'est clair que la politique, elle se fait dans les discussions, parce qu'il y a ce qu'on peut dire dans l'espace public, il y a ce qu'on va dire dans un podcast, puis il y a ce qui va se passer vraiment. Et à quel moment on va réussir à planter un clou et à pouvoir dire, hier on était ici et aujourd'hui on a fait un pas et on a pu, par exemple, avoir plus d'égalité, on a pu avoir une meilleure protection du climat. Et du coup, voilà, c'est tout cet interpersonnel, c'est central. Et je crois vraiment qu'on a perdu 2 ans avec cette crise du Covid. 2 ans durant lesquels, en fait, les fronts étaient établis et puis il n'y avait pas beaucoup, du coup, de frontières et de passages de frontières et de ponts qui étaient jetés entre les fronts. Et c'était pas facile. Maintenant, on est dans une nouvelle situation et c'est mieux comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas de masque de nouveau parce que ça complexifie, mais s'il le faut, il le faut. Une législature qui a été marquée aussi par l'échec de la loi sur le CO2. L'UDC a annoncé un référendum contre le contre-projet sur l'initiative des glaciers. Est-ce que toi, la législature n'est évidemment pas terminée, mais sur ces 3 ans, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quand même des succès qui sont emblématiques pour les Verts et dont on peut être fier dans les circonstances que tu viens de souligner, qu'on ait quand même réussi? On a réussi à faire passer une
proposition centrale pour le financement des énergies renouvelables. C'est notre collègue Bastien Giraud qui l'a proposé. Et c'était vraiment très important pour assurer le financement des énergies renouvelables et donc la transition énergétique. Et puis dans cette même lancée, on a aussi pu contribuer à faire une offensive solaire et du coup à faire du solaire, de l'énergie solaire, une des réponses, un des piliers centraux dans la question de la transition énergétique. Et ça, je crois que c'est vraiment un changement de paradigme. Donc avec ces 2 jalons qu'on a posés, je trouve qu'on a vraiment marqué une orientation pour le soutien des énergies renouvelables. Ça, c'est, je dirais, ce que il y a d'autres, évidemment, il y a toujours des petites victoires qu'on a au fil de notre activité parlementaire, mais ça, je dirais que c'est vraiment là où on a marqué dans notre travail au Parlement. Et il reste encore à faire ? Il reste tout à faire, évidemment. Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que chaque dossier avance tout lentement, à son rythme, et donc il faut... On a des élus dans toutes les commissions et sur chaque dossier, il faut continuer à s'engager et à prendre chaque occasion qui est là pour permettre de faire des pas en avant, que ce soit sur des questions d'égalité hommes-femmes, que ce soit pour lutter contre les discriminations, que ce soit pour une imposition plus équitable, que ce soit pour la responsabilité des multinationales, que ce soit évidemment pour les questions climatiques. Et là, je pense que les 2 grands enjeux comme ça, on doit maintenant avancer plus sérieusement. C'est clairement le climat d'une part, parce que voilà, on le sait, les années qui viennent, c'est des années charnières pour éviter une catastrophe, ou pour l'atténuer, pour permettre aussi de s'adapter. Et il y a encore pour notre société toutes les questions d'égalité. On a encore des inégalités salariales de près de 20% en Suisse. C'est simplement injustifiable. Et on sait que ces inégalités sont encore marquées par-dessus par d'autres facteurs de discrimination, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit l'origine, que ce soit une situation de handicap. Donc, sur ces questions-là, on a encore aussi un saut à faire en tant que société pour la cohésion contre les discriminations. D'une certaine manière, je l'ai mentionné tout à l'heure, ton quotidien, tu le passes dans un endroit physique, cette chambre du Conseil des États qui est marquée par sa réputation d'être une chambre où de vieux mâles s'assemblent. On y fumait le cigare autrefois en buvant un cognac pour se mettre d'accord, et qui a une réputation d'être très conservatrice. Surtout certains diraient que c'est la chambre de la raison. Toi, tu vis comment ton entrée pendant cette législature dans cette chambre et dans ce contexte de la grève des femmes qui a eu lieu en 2019, quand même un réveil sur l'égalité des genres, un réveil aussi pendant cette législature sur les violences sexuelles à l'égard des femmes et à l'égard des personnes qui s'identifient d'un autre genre. Comment tu vis un peu, toi, quasiment de manière peut-être un peu personnelle, cette entrée dans cette chambre? Alors, je ne vais pas te contredire que c'est une chambre qui est hautement conservatrice. Et elle le prouve. Et je pense que c'est clair qu'elle a été peut-être un peu brusquée par l'arrivée comme ça d'un nouveau groupe, parce que les Vertes et les Verts, on a créé un groupe parlementaire. C'est la première fois dans l'histoire qu'on avait la force, avec 5 représentantes et représentants, j'insiste sur représentantes parce qu'on est 4 sur 5 femmes, de créer un groupe parlementaire. On a fait notre entrée dans le bureau du Conseil des États. Ça veut dire qu'on aura aussi la présidence en 2025. Et ça, c'est vraiment un changement. C'est un changement qui secoue aussi par nos profils. On est plutôt jeune, je dirais, par rapport aux autres, très féminin. Mais en même temps, le Conseil des États, comme tout endroit et comme tout groupe, c'est organique. Et ça se façonne et nous contribuons à le façonner. Et puis, ce que je peux dire avec le recul et après 3 ans, c'est que le Conseil des États aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a 3 ans. Alors certains diront tout s'en va, tout fout le camp. Je pense au contraire que justement aujourd'hui on est écouté, on nous écoute et on a fait notre place.
on arrive aussi à faire des majorités au sein de ce conseil. Et c'est la preuve que c'était important d'avoir plus de femmes dans ce conseil, d'avoir des vertes et des verts, pour aussi sortir de certaines habitudes du Conseil des États et devenir un Conseil des États toujours plus ouvert et toujours plus moderne, qui sait. On a passablement parlé de la législature qui ne se termine pas encore. Il y a encore un quart de la législature à faire. On a pas seulement parlé de la chambre dans laquelle tu es et que tu contribues à transformer, et j'imagine que tu veux la transformer encore à l'avenir. J'espère. Sinon, si vous remarquez si toi et d'autres remarquez que j'ai plus envie de la transformer, il faudra me secouer un petit peu et voire me remplacer. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé d'un moment charnière quand il s'agit du climat. Est-ce que tu peux un peu approfondir ça, ce moment charnière? On sait que Barack Obama, il y a quelques années, avait dit, en gros, on est la dernière génération qui peut faire quelque chose sur le climat et on est celle qui commence à subir les conséquences du climat. Comment tu vois, toi, ce moment charnière dans le contexte de ces élections fédérales 2023 ? On a réussi au Parlement à poser quelques jalons. On a réussi, par exemple, à élaborer ce compte-projet à l'initiative sur les glaciers. Donc, on voit qu'on a besoin de la pression de l'extérieur, de la mobilisation très large des milieux engagés, mais aussi simplement des citoyennes et des citoyens qui ont signé cette initiative. Et ça a permis de fixer l'objectif de net zéro en 2050, et ça, c'est vraiment important. Mais par contre, il ne faut pas se leurrer. On est à des années-lumière d'être à la hauteur du défi. On est à des années-lumière d'avoir compris, enfin pas nous, mais disons que le Parlement ait compris l'ampleur et la vitesse à laquelle ça va. Et ce qu'on constate au sein du Parlement, c'est que voilà, on a pu poser certains jalons, mais par contre, il y a quand même des blocages qui restent là et qui sont très forts. Et on a besoin d'une mobilisation sans précédent. Parce qu'on a besoin de ces élections climatiques en 2023. On en a besoin pour faire sauter ces boulons et pour justement amener une Suisse qui soit vraiment locomotive de la transition vers justement une société résiliente climatiquement, une société qui permette aussi de créer d'autres façons d'interagir, d'autres façons de vivre, de partager, qui ne soit pas seulement axé sur le plus de matériel et le plus d'objets et le plus de consommation, mais qui soit aussi axé sur des valeurs de partage, d'entraide. Et c'est aussi ça qu'on amène, nous, les Vertes et les Verts. Élection climat, mobilisation pour cette élection climat. L'objectif des Verts pour 2023, c'est de devenir le troisième parti. Ça sonne un peu rigolo, ça te fait rire. Ça me fait rire parce qu'on complète la phrase. Non, mais oui, c'est de devenir le troisième parti parce que le climat aurait besoin qu'on devienne le premier parti. Le climat a besoin qu'on soit le premier parti et qu'on soit au Conseil fédéral. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit plus fort. Et c'est ça le message. Ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de voix qui disent « Et c'est la priorité ». Non, c'est pas quand on aura le temps. Non, c'est pas « Ah non, l'UDC, de toute façon, droit à 2 sièges. Ben tiens, mettons le lobby des énergies fossiles au Conseil fédéral. Il n'y a pas de problème, on regardera l'année prochaine ce qu'on fait. » C'est pas possible de tenir ces discours aujourd'hui. On n'a pas le temps. Et c'est ça ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut faire un saut. On est devenu, on joue maintenant dans la ligue des grands partis, mais il faut encore qu'on fasse un saut pour avancer. Et on veut mobiliser pour ça. Et est-ce que dans cette compréhension de la politique suisse, qui est une politique institutionnelle lente, quel rôle joue le Conseil fédéral ? À quel point c'est pour nous un enjeu de se dire qu'en 2023, conséquence d'une élection parlementaire réussie, il y aura une conseillère fédérale verte qui entrera dans ce gouvernement ? Si tu poses la question quel rôle joue le Conseil fédéral, c'est que tu ne vois pas toi-même quel rôle il joue. Donc peut-être qu'il joue en tout cas pas celui d'être meneur et d'imprégner une orientation. Et c'est, qu'on regarde les questions climatiques, environnementales, mais aussi européennes, notre rôle dans l'Europe, dans une communauté de valeurs, de paix, de démocratie, quel rôle on veut jouer. Là encore, on ne voit pas où on va. Et je pense que
on est là aussi dans un moment important. Et on a un conseil fédéral avec 2 UDC de PLR qui fixe une orientation soit attentiste, soit simplement non volontaire. Ou même isolationniste. Donc il faut que ça change. Et c'est là où le conseil fédéral, en tout cas pour moi, c'est pas un but en soi, parce que bon, on voit ce que le pouvoir fait aux gens, mais au-delà de ça, c'est un moyen très important pour faire évoluer les choses, pour apporter des propositions d'en haut, pour avoir un véritable dialogue aussi avec ce petit groupe qui donne une orientation à la Suisse. Et c'est pour ça que je suis persuadée que non seulement on a notre place, parce que aujourd'hui déjà, on a la force d'être représenté au sein du Conseil fédéral, mais aussi, on a notre place parce qu'on a un apport très important qu'on doit pouvoir amener au Conseil fédéral sur justement les questions climatiques, de biodiversité, d'égalité de la Suisse au sein de l'Europe. Là, c'est autant de thèmes où je trouve que nous avons notre place et nous avons notre rôle. Nous devons jouer un rôle au sein du Conseil fédéral. Est-ce que tu as envie de dévoiler quelques secrets sur la manière dont nous réussirons à devenir le 3e parti du pays et ce qui permettra de faire un peu sauter d'une certaine manière le verrou de ce cartel gouvernemental qui s'enferme entre lui? Alors, les secrets, j'ai envie de dire, c'est presque vous, auditrices et auditeurs, j'espère que vous êtes nombreux et nombreux qui les avez, parce que c'est clair que la seule façon d'avancer, c'est de mobiliser. Ce qu'on constate, c'est qu'on mobilise déjà. Il y a toujours plus de personnes qui veulent rejoindre nos idées politiques. On a eu vraiment une explosion des adhésions au sein du parti, c'est génial. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en 2019, ce qui a été très important, c'est la mobilisation des jeunes qui ont décidé non pas seulement d'aller dans la rue, ce qui est déjà super important et déterminant, mais aussi d'aller aux urnes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut se rendre compte qu'en tant que jeune, on a une voix qui est peu entendue en termes de représentativité, parce que malheureusement, les jeunes se rendent moins aux urnes. Et de se rendre aux urnes, ça fait une différence. Et je crois que c'est là où nous, on peut vraiment jouer un rôle en assurant qu'on peut être le relais, qu'on peut être aussi le porte-voix de certaines préoccupations, de certaines revendications qui vont regarder vers le futur. Et c'est ce qu'on veut faire, et c'est du coup avec les jeunes et aussi pour les jeunes qu'on va se mobiliser l'année prochaine. Eh bien voilà déjà un des secrets dévoilés, c'est la mobilisation de la jeunesse. Lisa Mazon, merci beaucoup d'avoir lancé ce premier podcast des Vertes et des Verts suisses. Évidemment que nous nous réjouirions que les auditrices et les auditeurs soient aussi là la prochaine fois. Et celles et ceux qui le souhaiteraient pourraient nous envoyer aussi des thèmes qu'elles aimeraient ou qu'ils aimeraient que nous traitions. On peut faire ça en envoyant un email à vert@vert.ch. On peut aussi écrire sur Signal ou laisser un message vocal sur Signal, un numéro de téléphone, c'est le 079 920 80 93, donc 920 80 93. Lisa, donc on se revoit évidemment avant la présidence du Conseil des États en 2025. Merci d'être venu. Avec plaisir, et à la prochaine. À la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur l'app de votre préférence, et à la prochaine.